je vais peut-être, je crois que je vous l'ai déjà un peu raconté, et je ne cesse en tout cas de dire que peut-être le laboratoire des intuitions, avant tout, le pitch un peu radiophonique de la chose, c'est probablement à travers l'art, la pratique de l'art, ses questionnements, ses bifurcations, ses transgressions. En tout cas, à partir du lieu de l'art, c'est peut-être d'interroger la notion d'intuition dans l'ensemble des champs du savoir. Voilà. Donc ça, quand j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Hein. Je peux presque aller au-delà. Le au-delà aujourd'hui, l'idée était probablement en introduction de cette année de convoquer trois philosophes. Donc David Rabouin, Gianni Castaldi et Bastien Gallet, qui m'ont aimablement écouté l'année passée en tout cas, c'est poser cette problématique, regarder un peu ce qu'on pouvait interroger dans leur champ plus particulier, qui est celui de la philosophie, même à mon avis très précis pour chacun d'entre eux. Je ne vais pas revenir sur l'intitulé de leurs interventions, puisque normalement vous les avez, elles ont été publiées dans le petit livret. Et pour donc remplacer Bastien en début de séance, je me suis livré un petit exercice d'introduction qui s'intitule donc Les formes savantes, scène 1. Aujourd'hui j'ai tenté d'écrire en tout cas la scène 1. Alors, comme il y a un petit détournement comme ça, je reprendrai dans Les femmes savantes de Molière. Il y a dans la scène 1 Henriette qui dit le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par les sorts d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont la matière. Laissons Henriette déclamer à sa sœur Armande, hein, puisque c'est la scène, sa passion pour la matière, en tout cas. Je vous propose aujourd'hui, après en avoir modifié le titre, et du même geste l'auteur, de tenter en introduction à cette session du laboratoire des intuitions d'en définir la première scène. Si la notion d'intuition nous sert d'intrigue, nos deux personnages principaux, les bien nommés théorie et pratique, le public, celui de l'art, il nous faut bien, avant d'en entendre une quelconque réplique, en attendant la chute, en planter le décor. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur les relations conjugales ou conjuguées de ce couple souvent fusionnel, parfois séparé par les aléas de la vie. Ainsi en va de l'histoire des formes, ce duo, parfois tendre, parfois dur, souple et rigide devant les lois, ce couple légitime ou adultérin, jeune ou vieux, bison ou boson, marié dans un grand verre, paxé par la force des choses quantiques, habillé pour l'hiver des doudounes de certitude, et nus comme des vers l'été de tous les étangs. Revenons dans notre décor. C'est déjà un problème en soi d'esquisser un décor pour une intrigue, une comédie, une tragédie à N dimensions. Pour régler ce problème au plus vite, disons que cette scène première se passe ici.
Alors, l'avantage de cet ici, c'est un peu cet outil qui est un peu lointain, mais qui est là, une sorte de vidéoprojection qui nous permet d'être un peu ailleurs, ou de faire semblant en tout cas. Et nous déplaçons les images et les images nous déplacent. C'est des choses de l'art en tout cas. Nous glissons des mots d'une phrase à une autre. De ce flux des pratiques du langage, le mot s'augmente comme une boule de neige des flocons de la parole, avalanche des débats, et dans le même mouvement, s'érode tel un galet dans le torrent des écritures. Un peu la même chose que la réduction à l'essentiel, cette pratique de la réduction, de l'épure comme ça, qui ressemble quelquefois à la fabrication d'un fond de sauce. Mais on verra ça. Un mot est donc une forme à volume respiratoire. Il s'expanse et se compresse, comme le montrait César du doigt. Bon, ça c'est une blague, mais je toujours une blague. Donc ici, et pour commencer notre comédie, on se doit aussi du choix de la langue employée. Dans quelle langue, sous quelle forme, dans quel langage commun doit-on écrire les dialogues des aventures amoureuses du couple théorie-pratique? Des gestes, des formes, des diagrammes, on a vu un peu ce matin, des mots, des concepts, des équations, des espaces, que sais-je encore. Ici, de l'intuition, notion invitée à la table des négociations, de par sa qualité de médiatrice des conflits, et à mon avis, ça c'est peut-être pas mal, des conflits, des indéterminations. L'intuition, terme glissant entre les doigts de la raison, faculté du raccourci, du prix de vitesse, de la transgression de la règle, de l'erreur pratiquée dans un système, dans un espace, considéré comme un des beaux-arts. Du non-savoir mettant une main aux fesses au savoir. Et oui, donc ça c'était la page consacrée à Molière. Donc chez Émile, alors il fallait un peu regarder quand on tape intuition dans un dictionnaire à quoi ça correspondait. Donc là, je pense que vous pouvez non, vous pouvez pas lire en fait. Personne ne voit rien, je pense là. Bon, non mais voilà. Ouais, non, mais je vais pas commencer à zoomer comme ça. Ça va être dommageable pour certaines images, mais simplement, voilà, on tape le mot intuition dans le dictionnaire Littré et on a donc terme de philosophie, connaissance soudaine, spontanée, indubitable, comme celle que la vue nous donne de la lumière et des formes sensibles, et par conséquent indépendante de toute démonstration, vérité, d'intuition, etc. Donc c'était simplement pour faire en cascade comme ça le jeu, puisqu'on peut très bien s'inviter ensuite, après Émile, s'inviter chez Robert, le petit, hein, donc, qui est un peu l'héritier des définitions, puisqu'il est plus petit. Et on retrouve effectivement les définitions que vous pouvez trouver seul facilement. Mais la petite chose intéressante là, c'est qu'il apparaît l'étymologie et la convocation de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de Félix Gaffio, puisque tout d'un coup, le mot racine est intuitio. Et là, alors, je pense que vous ne voyez strictement rien, et c'est encore vraiment dommage pour ma démonstration parce qu'il y a une proximité importante, mais on s'aperçoit que l'étymologie d'intuition, intuitus, coup d'œil, regard, vue, nous renvoie à intueor, porter ses regards sur, regarder attentivement, considérer attentivement, se représenter par la pensée. Et se représenter par la pensée, pour en tout cas les étudiants qui ont un peu travaillé avec moi l'année dernière, et certains artistes et théoriciens avec qui j'ai travaillé, ça convoque quand même une des parties de notre entreprise, qui est le livre paru il y a maintenant 2 ans de Mario de Carrès, sur les sortes d'inventaire des images de pensée et de certaines pratiques diagrammatiques chez les artistes et les scientifiques. Bon, je ne développe pas là parce que ça sera l'occasion d'une scène future. Mais en tout cas, c'est assez intriguant de voir
que l'intuition, si on revient à sa racine, est quand même dans une justesse de définition dont Elie During parlait ce matin, c'est-à-dire d'une sorte de saisie d'image globale assez intrigante que peut porter effectivement la pratique du diagramme dans certains domaines de recherche, et surtout dans l'art. Alors, voilà, ben ça c'est un peu plus gros. Là, je pense que vous ne voyez toujours pas. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est mieux. Ben, ça m'arrange. Donc, Intweor, voilà. Et puis, bon, l'image bien sûr de la couverture de cette session. Donc, Santiago Ramón y Cajal, dans son laboratoire en 1885, qui mettra en évidence le système neuronal. Bon, il sera prix Nobel de médecine. Je la trouve, je passais quelques images de situations comme ça, de gens où on a vraiment, dans l'image en tout cas, la saisie pas forcément d'un moment de pensée, mais en tout cas d'une densité un peu épuisante, quoi. Il y a une intensité du personnage, là, elle est pas trop mal. Voilà la même image, alors ça, le petit schéma à côté est un des premiers schémas du système rétinien en fait, que Cajal a dessiné en 1901. Une autre forme en tout cas de ces carnets, je ne sais plus, enfin, c'est la même époque, hein, c'est les premières représentations en tout cas tracées du système neuronal. Alors, pour juste continuer comme ça, à se promener chez des gens qui cherchent, celle-ci, elle est pas mal non plus. Alors, ça, c'est un autre chercheur, un mathématicien, Charles Proteus Steinmetz, donc 1865-1923, qui, pour ses théories mathématiques concernant le développement des applications du courant alternatif, installait son institut de recherche fondamentale sur son canoë, avec à son bord, comme il le précisait lui-même, hein, je n'ai rien inventé, c'était un truc très précis, du papier, une boîte de crayons, une pagaie et une planche posée en travers de l'embarcation. Donc, voilà, quelque chose qui vous est un peu plus familier. L'homme qui marche de Giacometti dans son atelier, avec cette impression qu'il taille l'espace et couvre son pantalon du négatif en plâtre, là, parce que j'ai vraiment l'impression que il est en train de se remplir lui-même du plâtre qu'il enlève de sa figure. Et ce qui me fait presque dire que c'est une des premières esquisses de l'homme qui marche. Et elle éclabousse déjà les particules de l'espace. On a l'impression que l'homme qui marche, là, il s'arrache de l'atelier, quoi. Je vais me tailler. Les physiciens Wolfgang Pauli et Niels Bohr, qui sont, semble-t-il, en train de réfléchir à un objet tombé au sol. Enfin, je montre des figures comme ça qui sont portées dans certains textes cités, hein, et des choses qu'on a déjà évoquées. Niels Bohr et Einstein en 1920 qui fument des clopes. Image encore plus étonnante, Niels Bohr et Louis Armstrong. C'est un peu le souffle quantique, là, c'est un truc un peu étonnant. Et c'est quelques images de scientifiques, de chercheurs, enfin en tout cas de gens qui ont interrogé l'état du monde, pour en fait vous conter une anecdote qui est très connue. J'espère que certains d'entre vous la connaissent, et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la lire, parce que elle m'a toujours semblé, elle concerne la physique, mais elle m'a toujours semblé être quelque chose qui nous était commun, en tout cas dans l'espace de l'art. Donc, c'est le témoignage d'un professeur de physique. Je fus récemment appelé par un collègue à propos d'un étudiant. Il avait mis un 0 au devoir de physique de l'étudiant, qui était venu se plaindre, affirmant que sa réponse était juste.
Il m'avait donc désigné pour trancher la question en arbitre impartial. Je découvris la question de l'examen. Montrer qu'il est possible de déterminer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre, à laquelle l'étudiant avait répondu: on place le baromètre sur le toit de l'immeuble, on y attache une très longue corde que l'on déroule jusqu'au pied du bâtiment et sur laquelle on inscrit un repère. On remonte la corde et on en mesure la longueur. Celle-ci correspond à la hauteur de l'immeuble. L'étudiant avait raison. Il avait en effet répondu correctement à la question. Mais on ne pouvait pas lui accorder la note maximum, car il aurait validé le cours de physique sans avoir démontré ses connaissances dans cette discipline. Je suggérais qu'on lui donne une autre chance. Il devrait répondre à la même question, mais cette fois à l'aide de ses connaissances physiques. Quelques minutes passèrent et l'étudiant n'avait toujours rien écrit. Je lui demandais s'il souhaitait abandonner et il répondit qu'il envisageait plusieurs réponses et cherchait la meilleure. Quand le temps fut écoulé, il dit: on place le baromètre à hauteur du toit, on le laisse tomber dans le vide en mesurant avec un chronomètre le temps qu'il met à atteindre le sol. Puis on applique la formule x égale gt2 sur 2. Et on obtient la hauteur de l'immeuble. Je demandai à mon confrère s'il s'avouait vaincu. Il reconnut avoir sous-estimé l'élève et lui attribua la meilleure note. En quittant la salle, je tombais sur l'étudiant et lui demandais quelles étaient les autres réponses auxquelles il pensait. Eh bien, commença-t-il, il y a plusieurs façons de calculer la hauteur d'un bâtiment avec un baromètre. Par exemple, on sort le baromètre par une journée ensoleillée et on mesure la taille du baromètre, la longueur de son ombre et celle de l'immeuble. Ensuite, par un simple calcul de proportion, on obtient la hauteur de l'immeuble. Bien, lui répondis-je. Quelles sont les autres solutions? Il me donna différentes explications, toutes valables et cohérentes. Mais aucune ne correspondait à la réponse que mon collègue et moi attendions. Finalement, il conclut: il y a encore bien des manières de résoudre ce problème. La plus efficace consiste probablement à descendre voir le concierge et à lui dire: j'ai pour vous un superbe baromètre. Si vous me dites quelle est la hauteur de l'immeuble. Je lui demandais s'il connaissait la réponse que nous attendions. La différence de pression affichée par un baromètre à 2 lieux distincts indique la différence de hauteur entre eux. Il affirma qu'il le savait, mais qu'il en avait marre que les professeurs de l'université essaient de lui apprendre comment il devait penser. Voilà. C'est une assez bonne définition d'une école d'art, en fait. On attribue généralement cette légende, c'est bien sûr une histoire totalement écrite et inventée, cette légende universitaire, au départ, elle est restée un peu dans le vague, au physicien danois Niels Bohr, d'où les images. Il était alors étudiant et Ernest Rutherford jouait le rôle de l'arbitre. En réalité, tout cela est faux et l'histoire vient d'un article publié en 1958 dans la revue Reader's Digest par Alexander Calandra, professeur de physique à l'université de Washington, qui s'intéressait à l'enseignement des sciences. Celle-ci a été, l'année passée en 2012, durant une session du laboratoire des intuitions, racontée par Carolo Rovelli à l'école d'art de Marseille. Mais je pense qu'aucun d'entre vous n'était présent. L'anecdote cherche à montrer que la mesure d'une grandeur physique réelle peut être obtenue par des procédés très différents. Mais bien qu'il existe diverses méthodes, directes ou indirectes, pour réaliser une mesure concrète, il convient que le résultat soit exprimé en unité universellement acceptée, comme le souhaitaient les scientifiques du XVIIIe siècle. Et ça, c'est peut-être... J'ai laissé ce petit paragraphe parce que c'est peut-être effectivement, à un moment ou à un autre, quand on interroge la notion de recherche, quelque chose qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire se dire que l'art étant une sorte d'espace des subjectivités multiples avec des prises d'objectifs, de décisions, d'installations, etc. Si on interroge à un moment une dimension de recherche collective et tout, on se doit quand même de recaler un tout petit peu les méthodes et les façons de rendre au collectif, en tout cas, le sens de nos entreprises. Nous notons que cette anecdote esquisse en quelques lignes la multiplication des points de vue que portent bien souvent les projets artistiques qui nous soucient. Et il nous est possible, dans notre société du laboratoire des intuitions, d'en proposer, donc je rebondis un peu, la pratique de l'anatomie. Anatomie. Que serait l'exercice de l'anatomie d'un projet artistique? C'est un peu ce que je propose dans cette scène 1.
Et donc, dans quelques minutes, là, je vais prendre un exemple très précis d'un artiste avec qui on travaille depuis plusieurs années pour essayer de regarder un peu si cet exercice de l'anatomie d'un projet peut en tout cas tenir. Et voilà. Alors ça, c'est une image que certains connaissent. Donc, pour les invités, c'est l'image du chantier d'un projet créé par le département de design et espace aux Haras nationaux d'Annecy l'année passée, et qui concerne cette partie-là, en tout cas, c'est la construction d'un petit théâtre shakespearien. Donc vous connaissez. Mais si j'ai préféré vous projeter une image du petit théâtre des Haras en construction, tout chantier étant déjà la scène de réalisation d'une forme à venir, elle est déjà absolument définie et l'image nous montre encore sa structure intérieure, comment c'est fait, comment ça tient. C'est-à-dire qu'un moment interne dans le flux du projet qui contient son histoire. Une image du ballet des visseuses, du double sens qui pourrait très bien être également le moment de son démontage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous les voyez sur l'écran, mais les deux visseuses, des visseuses posées, on ne sait plus très bien si elles sont orientées en vissage ou dévissage. L'opération est là. On en connaît quasiment la structure. Et voilà, montage, démontage. Donc ça, j'ai gardé cette image plutôt que de vous montrer un petit théâtre fini, parce que je trouvais qu'elle portait cette qualité-là et qu'elle était presque, elle aussi, à ce moment-là, diagrammatique, dans le sens, en tout cas, de ce que Élie a balayé dans quelques structures ce matin. Puis ça me permettait de jouer avec bonheur avec les visseuses des visseuses. Ça, c'est toujours un objet magique, quoi. Et ça, c'est voilà pourquoi. Ça, c'est une image d'un amphithéâtre d'anatomie. Donc, construction en bois à Gradin du XVIIe siècle aux Pays-Bas. Des choses qu'on retrouve aussi en fait dans le canton de Berne à peu près à la même époque, et puis à Montpellier aussi, mais j'y reviendrai. Et à ce moment-là, quand on fait le relevé de ces petits théâtres d'anatomie, on a l'édition d'affiches qu'on a retrouvées dans les archives suisses, qui annonce qu'un médecin va montrer à tous ceux qui veulent savoir ce que la nature a caché et où l'âme habite quand nous sommes vivants. Donc, voilà. Et je voulais juste revenir 2 secondes, parce que ça vous a échappé vu la taille de la projection, mais je voulais revenir juste à la page du Littré où il y avait Intuitio, Intueor, parce que quelques mots plus bas, en fait, il y a Intus. Et alors c'était assez drôle, parce qu'il y a des voisins comme ça. Et Intus, c'est quand même au-dedans, dedans, intérieurement. Donc là, mon projet d'anatomie, tout d'un coup, il tenait le coup alors sans rien faire, quoi, sur la même page. Intus in animis, intus in corpore, au-dedans des âmes, au-dedans des corps. Parfait pour ma petite entreprise. Et dernière surprise dans la pratique des théâtres et l'imagerie des théâtres d'anatomie, donc là, 1610, magnifique, les haras. Et donc là, nous avons même les chevaux des haras. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui concerne la conversation d'hier soir, mais au fond, à gauche, là, on peut observer, c'est le squelette d'un cheval blanc, en fait, celui-là. Donc, ceci est la première image qu'on ait, en tout cas, de théâtre d'anatomie de Leyde en 1610. Et par contre, le premier théâtre d'anatomie, dans mes recherches, je crois que c'est vrai, parce qu'on me l'avait dit à Montpellier déjà, il fut inauguré à Montpellier en 1556, avec Rondelet. Il y a donc, en tout cas, dans ce petit truc-là, une grande connivence dans l'histoire de la médecine et de l'art, de la pratique et de l'analyse de l'anatomie.
Et je vous renvoie, parce que j'ai imprimé des choses pour vous, j'ai fait des coupes un peu là pour gagner un peu de temps, mais je vous renvoie pour ceux que ça intéresse là un ouvrage du professeur Alain Boucher, qui est un chirurgien, qui a écrit un livre qui s'appelle L'esprit des leçons anatomiques et qui justement retraite de toute la pratique de l'imagerie, autant du corps de médecine que du corps artistique, en tout cas du XVIIe, enfin mais non, à travers les 20 à 25 derniers siècles. Et petite citation pour faire chic, en passant, de Georges D. Duberman, dans Ouvrir Vénus. Il n'y a pas d'image du corps sans l'imagination de son ouverture. Voilà. Bon, chef-d'œuvre. La leçon d'anatomie du docteur Tulp en 1632. Et Rembrandt. Et là, je vais juste décrire un tout petit peu, vous donner quelques informations. Tout ceci encore pour introduire l'œuvre d'un jeune artiste. En bref, le docteur Nicolas Stup est en train de disséquer le cadavre d'Adrianszoon. Celui-ci avait gravement blessé un gardien de prison à Utrecht et roué de coups un homme à Amsterdam après l'avoir volé. Il fut exécuté le 31 janvier 1632 et son corps livré au chirurgien d'Amsterdam pour qu'il procède à une dissection en public. Donc, théâtre. La tradition voulait que les chirurgiens soient en même temps des barbiers. Ils traitaient les plaies et réduisaient les fractures, saignaient les patients, soignaient les cheveux et la barbe. Il est probable qu'à l'époque de Rembrandt, les messieurs soignés que nous voyons ici penchés sur le cadavre laissaient ce genre d'activité esthétique, couper les cheveux et raser, à leurs assistants. Ils s'efforçaient de faire mieux, reconnaître le métier de chirurgien, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils procédaient à des autopsies en public. Le tableau a été peint dans l'atelier, mais nous savons que le croquis du bras écorché a été réalisé sur place. Mais l'autopsie commence donc ici par la main. Et très étonnant, normalement les chirurgiens incisent en premier lieu l'abdomen. Donc les historiens, si on regarde un peu, proposent deux raisons à cela. La première, c'est l'hommage du docteur Tulp rendu à l'anatomiste flamand André Vézal, célèbre pour ses études de la structure de la main. La seconde, c'est le message du peintre voulant donner un sentiment religieux. Les tendons régissent les doigts, Dieu régit les hommes. Bon, voilà, XVIIe siècle, on s'imagine un peu. À l'époque, la recherche scientifique traitant de l'être humain devait toujours confirmer la toute-puissance de Dieu. L'Église avait longtemps lutté contre le désir des scientifiques de voir ce qui se trouvait à l'intérieur du corps humain. À part les cas rares d'autopsie des papes et des princes pour établir les causes d'un décès, cette interdiction ne fut levée qu'à la Renaissance. Et en étant un peu plus téméraire, pour ce tableau, Rembrandt n'avait que 25 ans quand il peint ce tableau. Il peint en 1656 une autre version, en tout cas, d'une dissection. Et là, on voit bien qu'il va un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que là, le corps est ouvert et on est plutôt à regarder ce qui se passe du côté du cerveau. Bon, pour informer, enfin, ce tableau il a été très très endommagé par un incendie. Et si je me souviens bien, voilà. Alors, ce autre exemple, il y en a beaucoup. J'ai pris 2 ou 3 exemples. La leçon d'anatomie à la Charité, peint en 1864 par Auguste Feyen-Perrin, auteur entre autres d'un traité élémentaire de l'art des accouchements, et non de l'accouchement de l'art, qui a donné son nom à un célèbre pansement, la bande Velpeau. C'est lui, Monsieur Velpeau. Et il est aussi très connu, mais alors, moi ça me fait un peu sourire, il a tenté des tonnes d'expériences, dont une, c'est dans une expérience sur la mémoire, il a demandé à un condamné à mort de lui faire un clin d'œil une fois que sa tête serait coupée, pour savoir une possibilité en tout cas de connexion. Donc, nous devrions bien sûr aussi jeter un œil sur les collections de cires anatomiques du Palazzo Poggi à Bologne, la Specola à Florence, lieu de rencontre des pratiques et des savoirs de la sculpture et de la médecine réunis au XVIIIe.
Donc là, je vous propose un saut atomique, ou plutôt anatomique, de ces praticiens de l'organe et de l'articulation du XVIIe siècle, à l'œuvre en cours d'un artiste qui nous a accompagnés dans nos projets de recherche sur l'expérimentation en art, dans nos tentatives d'approche de la notion de format, dans l'activation des images. Depuis quelques années, quelqu'un qui n'a cessé de me montrer comment il travaillait, et c'était encore le cas la semaine passée, uniquement par intuition. Et ça c'est toujours pour moi la vraie question qui nous importe. Alors là, il faut que je fasse un petit truc. Et alors là, je vais vous passer deux extraits de films. Beaucoup d'entre vous les ont déjà vus. Mais je vais mettre le son, ça c'est 2 fois 5 minutes. C'est pas ça. Il y en a d'autres là, qui ne sont pas ouverts. Si, voilà. Donc il s'agit bien sûr d'André Fortino. Et je vais vous les passer sans rien dire, les 2 fois avec le son.
Bien, alors, il faudrait que je revienne là sur un texte qui m'a toujours un peu intrigué d'Alain Prochian, qui est paru dans un numéro de la Critique là, en 2002. Je l'ai photocopié pour ceux que ça intéresse. Donc il y a plusieurs textes là disponibles sur cette table, qui dans ce numéro de Critique de 2002 d'ailleurs intitulé Sciences dures, point d'interrogation, un de nos invités de la journée, David Rabouin, signe un texte sur les mathématiques à l'épreuve de la représentation, mais je vais y revenir. Mais l'article de Alain Prochian s'intitule « À propos d'Henri Bergson, être et ne pas être un animal », et un peu intéressant, en tout cas en complément de ce qu'on vient de voir, puisqu'il est un commentaire subtil pour moi, de la réédition de l'évolution créatrice de Bergson, et cette dissociation énoncée entre instinct et intuition, qui pose, en tout cas dans l'objet de cet article, un problème réel dans l'approche de la pratique et du raisonnement chez les biologistes. Simplement, que dit maintenant André Fortino de cette première séquence? Je vous lis son texte d'introduction au film, donc Hôtel Dieu, 2009. En 2009, j'ai pénétré clandestinement dans l'Hôtel Dieu de Marseille. J'imaginais simplement déambuler dans ce lieu avec un masque. Mais la rencontre avec cet espace désaffecté et chargé d'une longue histoire médicale, ainsi que le port de ce masque, m'ont entraîné dans une expérience inédite. J'ai abandonné ce que je savais de l'art et des conventions sociales pour me transformer en une énergie pure. Bien que l'interaction avec l'espace et les objets soit improvisée au fil de la découverte de l'hôpital, une détermination puissante habite chacun de ces gestes du personnage masqué. Je suis sorti transformé par cette expérience qui m'a excédé. La peur, la panique, les risques, l'urgence m'ont plongé dans un état de transe. Ce moment a été partagé avec Guillaume Gattier qui a filmé l'ensemble de cette performance. Alors, juste une petite remarque parce que je vais essayer de gagner un peu de temps là. Je pense que je finis bientôt. Je suis pas, en fait, ça fait longtemps, mais je suis pas trop d'accord avec André quand il dit qu'il avait totalement oublié dans l'intégralité du film et même dans cette séquence-là tout ce qu'il savait de l'art parce qu'on repère en fait des zones de réflexe qui appartiennent quasiment génétiquement au vocabulaire de l'art, de la performance, de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on manipule, de tout ce qu'on saisit, que ça soit dans une école d'art ou dans les espaces d'exposition. Donc il y a quelque chose qui est probablement quand même beaucoup plus savant dans ses gestes qu'il ne le dit dans son texte. Mais là, je vais y revenir, parce que ça se voit dès le déplacement. Donc, je vous passe l'extrait d'un second film réalisé en 2012. Donc j'essaie de voilà. Donc en 2012, avec une certaine distance par rapport au film Hôtel Dieu, et en le considérant comme une matrice, est né un nouveau projet de film. Ce film s'intitule Les Paradis Sauvages et a été co-réalisé avec Adrien Belz. Chacune des 34 scènes a été tournée en conservant la temporalité initiale et en inspirant des gestes du personnage masqué de l'Hôtel Dieu. Dans Les Paradis Sauvages, il n'y a plus d'unité de lieu, le nouveau personnage évolue dans des paysages toujours différents. Si certains gestes sont les mêmes que dans Hôtel Dieu, d'autres s'en éloignent fortement. Il existe toutefois des rendez-vous précis entre les deux films.
Voilà, donc là, les personnages sont des danseurs de la compagnie de danse de Marseille. Et on voit très très bien, c'est flagrant en tout cas sur cette séquence-là, que le film 1 a servi totalement de partition, de schéma, pour écrire en tout cas cette séquence 2. Sorte d'écriture en fait très particulière en espace-temps, en étant plus dans le respect d'un projet et de la composition. Et c'est là presque une chose un peu classique, enfin en tout cas dans l'art, c'est on y retrouve la composition du tableau, quoi. Il y a quand même une image finale et un moment composé. Juste une petite remarque comme ça, mais si j'ai abordé l'anatomie pour arriver un peu à jongler là sur ces expériences d'écriture différentes, c'est aussi que l'anatomie, c'est une discipline qui a été, qui même est encore très peu maintenant dans les écoles d'art, mais qui a été conjointement enseignée dans les écoles de danse et dans les académies des beaux-arts tout au long de ces derniers siècles. Voilà. Et alors je voulais rebondissement parce qu'il se trouve qu'André, il y a 15 jours, a proposé un 3e volet. Oui, donc 3e volet. Alors je n'ai pas de bonnes images. J'ai filmé avec mon iPhone, mais c'est pas génial. Et puis je fais des photos avec mon iPhone, c'était pas génial, mais c'est un peu mieux. Donc pour l'exposition à la Compagnie, qui est un lieu d'art à Marseille, André a installé de façon très synchrone les deux films face à face et non pas côte à côte comme il l'a fait à Lyon le mois dernier.
Et dans tout cet espace-là, nous étions conviés la semaine passée à quelque chose qu'il avait masqué, mais en tout cas qui s'appelait une performance. Et on a vu apparaître en fait dans la diffusion des manipulations d'Hôtel-Dieu avec le personnage masqué en cochon et des Paradis Sauvages, le même personnage André, mais cette fois-ci avec une veste, etc. On a vu réapparaître les deux personnages bien vivants et qui sont de nouveau des danseurs de la compagnie de danse avec laquelle ils travaillent et qui ont redoublé ou triplé même cette fois-ci, en tout cas leur présence et l'articulation du rapport entre les actions et les écritures d'un film et de l'autre. Alors je ne peux pas, voilà, j'essaie. Ça, c'est juste la fin, c'est-à-dire que la performance a duré le temps des projections, c'est-à-dire une 50aine de minutes. Et on avait donc une sorte de surenchère d'épaisseur corporelle, en tout cas, ou d'incarnation de la possibilité des gestes. Peut-être que je vais relire un peu mes notes, là, pour finir. Oui, la réincarnation des personnages dans l'espace de projection, dans le temps des films, des partitions, et les corps errent là, entre les projets, s'écrivent et se dessinent de nouveau par réflexe et savoir du corps de la danse. Ces corps ne sont pas naïfs, ils portent l'expérience de la danse. L'improvisation ici n'est qu'un collage-décollage, un ruban adhésif repositionnable, des mouvements projetés des deux partitions. Et nous voici devant un cas bien particulier de pratique de l'anatomie renversée, renversante ou inversée. La réanimation des gestes, on les avait auscultés, disséqués, observés, répétés, dédoublés, sublimés. Et nous les retrouvons ici, non pas reproduits, copiés ou augmentés, on les retrouve dans la dynamique pure de la première écriture intuitive, celle peut-être du réflexe. C'est-à-dire que là, ils sont... ce qui s'écrit là, encore une fois, même avec les danseurs, c'est pas une copie, c'est pas quelque chose comme ça, c'est une sorte de théorie à l'œuvre, quoi, la forme même, en tout cas, de l'anatomie du projet. Nous pourrions donc proposer pour le laboratoire des intuitions un département d'anatomie des projets, d'anatomie des gestes de l'art, une discipline indisciplinée, tout investie des analyses des flux, tubes, tuyauteries, tunnels, et des articulations, coudes, épaules, des formes et des savoirs. Une anatomie des diagrammes, comme l'a magistralement opéré Lee During lors d'une conférence l'année passée, qui a été diffusée ici même ce matin. Le code, entre guillemets, intuitif, nous donne juste l'accès à la pluralité des mouvements des mondes. J'évoquerai dans le tracé d'une prochaine scène les différences, les écarts entre les notes, diagrammes et dessins préfigurant un projet, une forme, et les relevés, notes et schémas qui, postérieurement, nous permettent probablement collectivement d'esquisser une recherche. Pour en finir vraiment avec cette mise en scène première, pour retomber sur mes pieds, bien, voici un ultime extrait des Paradis Sauvages. Voilà. Donc, ultime extrait des Paradis Sauvages, quelques pas sur l'échiquier. Et je reviens comme promis à un extrait de texte publié en 2002 par David Rabouin, dans son article consacré au livre de Lucien Vinciguerra, Langage, visibilité, différence, histoire du discours mathématique de l'âge classique au XIXe siècle. Donc je cite. La méthode sera simple. On saute à pieds joints dans les textes. On cherche à saisir le lien de ce qu'ils disent, de ce qu'ils donnent à voir, et la manière dont s'organise à l'intérieur d'eux-mêmes la production incertaine des identités de leur savoir. On voit l'art subtil des jointures qui sera requis. Toute la force de l'analyse sera dans la manière de sonder les articulations, de les faire céder dans un craquement sourd où le corps de la mathématique se déboîte. Prenez le triangle de Pascal. Vous croyez peut-être qu'il fut la mise au jour de relations, des fameuses relations de récurrence, apprises sur les bancs de l'école pendant votre pénible apprentissage du calcul combinatoire. Soit.
mais c'est que vous n'entendiez plus le croissement de la figure et du nombre sous cette provocation triangle arithmétique. Car un drame sourd se joue dans ce nom entre la variation infinie des énoncés possibles et la volonté de clore cette dispersion incontrôlable dans une figure. C'est sur cette scène que s'ouvre le livre. D'autres suivront, qui se diront des jeux semblables, de la géométrie et de l'algèbre, mais l'équilibre instable que fournit à l'une et l'autre des secrets compas au programme d'Erlangen, qui est moins le grand programme d'unification de la géométrie pour groupe que la nouvelle subordination d'espace à un pur système de différence. Position instable assurément, où chaque membre lui-même se déboîte et que rien ne vient stabiliser ou fonder par la suite. À quoi parvenons-nous? Une histoire des mathématiques? Sûrement pas. Une série de chantiers, en archipel, autant de toiles dispersées où les mathématiques semblent toujours perdre et retrouver autrement leur propre raison et leur propre unité. Reprenons donc à notre compte cette série de chantiers en archipel, autant de toiles dispersées, des musées au cinéma. On ne sait jamais avec les artistes sur quel pied danser. Alors, chanter, penser maintenant, et prendre son pied, comme le déclarait Henriette, mais c'était au tout début. Et je voulais juste, à propos de prendre son pied, revenir encore une fois. Alors, ça y est, je l'ai perdu là. Bon. Non, tant pis, je l'ai perdu. J'ai perdu. Je vous remercie.